Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bienvenue à la conférence Alumni, EDDE Alumni sur maîtrise énergétique, les outils de la politique publique, notamment axés sur les CE. Merci d'être venus. Alors une petite présentation rapide sur l'association EDDE Alumni. En fait, c'est une association des anciens élèves du Master 2 d'économie de l'environnement, de l'énergie et des transports, anciennement économie du développement durable, de l'environnement et de l'énergie. Donc le master se compose en 2 années, un master 1 commun à Paris Tech et Nanterre, et ensuite un master 2 avec 3 spécialisations et 4 l'année prochaine, donc une en environnement, une en énergie, une en modélisation, et la dernière qui va ouvrir l'année prochaine, alimentation durable. On va faire une petite introduction sur comment est-ce qu'on est arrivé à choisir cette conférence. Je vais laisser Adrien présenter la conférence. Alors, bonjour à tous. Du coup, nous, on est 2 élèves en économie d'énergie, en M2 du coup. Et en fait, à la suite, il y a eu une première conférence qui a assez bien fonctionné, qui était sur les paiements pour services écosystémiques. Et c'était aux énergies de choisir un sujet et d'organiser la conférence. Et nous, en fait, on s'est rendu compte que dans nos cours, et même en général, on ne parlait pas assez d'économie d'énergie par rapport à la place que ça occupe dans la transition énergétique, dans la lutte contre le changement climatique, par rapport aux énergies renouvelables. Et donc, on est parti sur ce sujet-là des économies d'énergie qui, pour nous, méritait d'être mis en avant. Et donc, l'idée, c'était pas de faire quelque chose sur les grands enjeux des économies d'énergie, mais vraiment de s'appliquer sur un outil particulier, voir comment on faisait les économies d'énergie réellement, structurellement. Et du coup, on s'est appuyé sur ce mécanisme des certificats d'économie d'énergie pour interroger les économies d'énergie. On sait que c'est un sujet qui est quand même assez précis, qui est connu que par des gens qui font des certificats d'économie d'énergie, en fait. Mais c'est ce qui nous intéressait, c'était comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça pouvait questionner sur nos méthodes pour réaliser des économies d'énergie. Voilà rapidement, et donc on va vous présenter les intervenants. Concernant du coup, on va parler un petit peu de comment va se dérouler la conférence. On a prévu de faire d'abord intervenir les 3 personnes que nous avons invitées, Monsieur Giraudet, Monsieur Béjaoui et Monsieur David. Ils se présenteront un peu plus à vous après, lors de leur présentation. Et ensuite, on passera chacun présentera 20 à 30 minutes aura une présentation de 20 à 30 minutes et ensuite on lancera un débat si vous avez des questions, notez-les par rapport à chaque intervenant et ensuite on passera donc aux questions à la toute fin. Voilà, donc je pense qu'on va commencer la conférence avec Monsieur Giraudet qui va commencer par introduire les CE et on verra ce qu'il a à nous proposer. Bonne conférence. Ok, merci pour l'invitation. Alors, moi, je m'appelle donc Louis-Gaëtan Giraudet, je suis chercheur à l'école des Ponts et dans un labo qui s'appelle le CIRED. Et je m'intéresse au certificat d'économie d'énergie depuis assez longtemps maintenant, puisque en fait, donc j'ai étudié sur les bancs de cette école et j'ai fait un stage de césure en 2005 à l'AT2E, qui est l'Association Technique Énergie Environnement, qui est une association de professionnels de l'énergie, où j'ai travaillé sur le lancement du dispositif, puisqu'il a commencé au 1er janvier 2006. Donc vraiment, c'est la période où je faisais mon stage. Et ensuite, j'ai fait le master EDDE, comme on l'appelait à l'époque. Et j'ai fait mon stage de fin d'année à l'ADEME, à nouveau sur les certificats d'économie d'énergie, pour commencer à poser les bases de l'évaluation du dispositif, qui est d'ailleurs pas vraiment faite à ce jour. Donc ça, c'était en 2006-2007 que j'ai fait le master.
Ensuite, j'ai fait une thèse, en partie sur les C2E, et aujourd'hui, je fais de la recherche sur les politiques d'efficacité énergétique dans le bâtiment en général. Et donc, régulièrement, je reviens au certificat d'économie d'énergie, sans m'y intéresser en continu, mais c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Donc là, aujourd'hui, conformément à ce qu'on m'a demandé, je vais présenter en 2 temps. D'abord, poser les bases un peu des questions économiques qu'on se pose dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou des économies d'énergie. Et ensuite, je présenterai dans les grandes lignes les certificats d'économie d'énergie, mais les autres intervenants, je pense, iront nettement plus dans le détail. Donc, je commence par la courbe McKinsey. Est-ce que vous êtes familier avec cette courbe? Non, je vois. Oui, non. Bon. Donc, je vois quand même un certain nombre de noms. Donc, je me permets de la présenter rapidement. Donc, ça, c'est une courbe qui a été sortie donc, en 2009 par McKinsey et qui, à l'époque, a fait grand bruit, et, y compris jusqu'à maintenant, puisque c'était la première courbe de coût d'abattement des émissions de CO2 dans les différents secteurs. Donc, vous voyez qu'il y a une partie avec des technologies qui ont un coût d'abattement positif et des technologies qui ont un coût d'abattement négatif. Donc, quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit que dans la partie de coût positif, on a certaines mesures sur l'enveloppe du bâtiment. Donc là, par exemple, ça veut dire qu'on est à peu près, de ce que j'ai entouré en vert, on est à peu près à 5 euros par tonne de CO2 économisé. Donc ça veut dire que si on a une taxe carbone de 5 euros, normalement, ces mesures donc, d'efficacité énergétique dans les constructions neuves se déclenchent. Il y a quelque chose qui est un peu plus intriguant, c'est que c'est la partie avec des coûts négatifs. Et vous voyez que dans cette partie à coût négatif, il y a énormément de mesures qui sont des mesures d'économie d'énergie, et notamment dans le bâtiment. Donc l'isolation, les mesures sur la thermique, l'éclairage, etc. Et ça, c'est assez intriguant parce que qui dit coût négatif dit que, bon, en économie, on prend l'analogie de billets qui traîneraient par terre et que personne ramasserait. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent à se faire, et on sait tous que ces mesures qui sont à gauche, là, elles ne sont pas aussi généralisées que ça. Donc, ça pose une question importante. Pourquoi ces coûts négatifs ne sont pas réalisés? Ou autrement dit, est-ce qu'ils sont vraiment si négatifs que ça? Donc cette courbe, elle a quand même une influence assez importante. Et vous avez ces 2 personnalités politiques que je pense vous connaissez, même si Nathalie Kosciusko-Morizet a un peu pris du recul, on va dire, mais Yannick Jadot, il est toujours là et bien là. Bon, ils ne sont pas du même bord politique, mais ils disent exactement la même chose, qui est la transcription de bon sens de ce que je viens de vous montrer. La meilleure énergie, et parfois une variante de ça, c'est la meilleure énergie, et la moins chère et la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Okay. Donc c'est vraiment un argument de bon sens ici. Or, comme je vous l'ai dit, quand on s'intéresse aux choix réels que font les gens, on voit qu'ils font très peu d'économies d'énergie. Et ça, comment on le voit notamment, c'est en étudiant les taux d'actualisation implicites qu'on déduit des choix qu'on observe. Donc, j'imagine que tout le monde, au M2, vous devez tous savoir ce qu'est le taux d'actualisation. Donc là, en fait, l'idée, et ça, c'est un résultat très ancien. Vous voyez, là, je vous montre des résultats d'une revue de littérature de 1985. Et si on faisait la même étude aujourd'hui, on trouverait les mêmes résultats. À savoir que quand on observe les choix d'achat des ménages, et que quand on essaie de déduire un taux d'actualisation de ces choix, on constate que ces taux d'actualisation, ils sont très élevés. De l'ordre typiquement de 10 à 30% quand on a affaire à des mesures d'économie d'énergie. Donc, ça veut dire que les ménages investissent dans ces mesures qu'à condition qu'elles aient un taux de retour qui est bien supérieur à ce qu'on pourrait trouver pour d'autres types d'investissements.
Donc ça, vraiment, pourquoi on a ces taux d'actualisation élevés? C'est vraiment la question centrale de l'économie de l'efficacité énergétique. Et je pourrais vous montrer d'autres manifestations de ce paradoxe, mais bon, je vais faire bref. Donc là, on est dans un débat assez classique entre ingénieurs et économistes. Les ingénieurs en disant, vous voyez, donc, la courbe McKinsey, c'est typiquement des travaux d'inspiration en ingénieurs. Vous voyez, on a vraiment des technologies qui sont rentables, on devrait les généraliser. Et les économistes, toujours un peu arrogants ou sceptiques, qui disent si c'était vraiment le cas, ça se serait. Donc il n'y a pas de free lunch. Vous nous racontez des histoires, c'est pas si rentable que ça, les économies d'énergie. Donc il y a eu des travaux. Donc tout ça, c'est un débat qui a commencé à structurer au milieu des années 90 et qui a été définitivement structuré, on va dire, au moins conceptuellement, par Robert Stevens et Adam Jaffe et Richard Newell, qui ont essayé de visualiser les arbitrages entre efficacité économique et efficacité énergétique. C'est-à-dire, à quelles conditions plus d'efficacité énergétique, ça veut dire plus d'efficacité économique. Donc, il y a différents types de problèmes qui justifient ou pas qu'on fasse plus ou moins d'efficacité énergétique. D'abord, il se peut qu'il y ait des défaillances de marché sur les marchés de l'efficacité énergétique. Donc, des problèmes sur ces marchés qui font que l'optimum économique n'est pas atteint. Donc ça, typiquement, ça peut être des asymétries d'information. Ça, c'est quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé. Typiquement... la qualité de l'isolation, c'est inobservable pour le profane. En tout cas, ce n'est pas observable à coup nul. Il faut faire des tests avec thermographie, etc., pour être sûr que l'isolant a été bien posé et donc qu'il économise bien de l'énergie. Et donc, dans ce contexte-là, on peut s'attendre, c'est la théorie des asymétries d'information, à ce que l'isolant soit effectivement mal posé et qu'à l'arrivée, on n'ait pas d'économie d'énergie. On peut avoir d'autres problèmes, de la concurrence imparfaite, tout simplement. Si on a un acteur dominant sur le marché de l'efficacité énergétique, les produits, l'isolant, les chaudières vont être trop chers et donc on ne va pas en acheter assez. Et donc, tous ces problèmes s'opposent à une généralisation de l'efficacité énergétique. Et donc, si on les résout par des politiques publiques, alors on améliore à la fois l'efficacité économique et l'efficacité énergétique. Ensuite, il y a d'autres problèmes dans l'économie qui peuvent s'opposer à la maximisation des économies d'énergie, mais du point de vue des économies, ce n'est pas forcément des problèmes. En tout cas, c'est des composants naturels des marchés. Il n'y a pas tellement... chose à faire. En tout cas, il n'y a pas d'intervention publique qui justifie vraiment pour ça. Donc là, par exemple, on a l'effet rebond, le fait que quand on fait de l'efficacité énergétique, on se met à consommer un petit peu plus d'énergie, de services énergétiques, on augmente un peu sa température de chauffage, par exemple. Bon, ça, en soi, c'est pas un problème. On améliore son confort et un gain d'utilité, donc il n'y a pas de raison de vouloir aller contre ça. Bon, évidemment, si l'énergie génère des externalités, alors en corrigeant les externalités, je vais y venir, on réduit l'effet rebond. Mais en tout cas, c'est deux problèmes différents. L'hétérogénéité des préférences, tout simplement. Si une personne est frileuse et une autre personne n'est pas frileuse, ça n'a pas tellement de sens de leur imposer le même niveau d'efficacité énergétique. Puisque la personne pas frileuse, par exemple, elle paiera très cher pour de l'isolation, alors qu'elle se serait contentée de moins d'isolation. Et enfin, évidemment, donc si on revient plutôt au premier optimum économique, il y a naturellement les externalités sur le marché de l'énergie. Donc si les coûts externes de l'énergie ne sont pas pris en compte, évidemment, l'énergie n'est pas assez chère et donc on ne fait pas assez d'efficacité énergétique. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes qui justifient une intervention publique pour encourager l'efficacité énergétique, mais
jusqu'à un certain point. La question de maximiser à tout prix l'efficacité énergétique peut se poser. Bon, ensuite, il y a d'autres questions sur l'efficacité énergétique, ce qu'on appelle les biais comportementaux. Ça, c'est un champ émergent de l'économie, enfin maintenant assez mature. On se dit que les gens prennent pas des décisions forcément rationnelles, mais ça, on ne sait pas trop quoi en déduire sur le bien fondé de l'intervention publique. On peut en reparler, mais je ne vais pas trop détailler. Donc voilà un peu le cadre dans lequel, en économie, on réfléchit à l'efficacité énergétique. Et je vais passer maintenant au certificat d'économie d'énergie et comment il s'insère dans ce cadre de pensée. Donc d'abord, les certificats d'économie d'énergie, ils ont été créés en 2005 par la loi POP à l'époque, comme on l'appelait. Et il faut vraiment restituer le contexte de l'époque. On avait d'une part un mouvement de libéralisation des marchés de l'énergie, donc des directives européennes qui libéralisaient les marchés du gaz et de l'électricité. Donc ça voulait dire qu'on avait des nouveaux entrants dans les marchés et aussi qu'il devait être facile pour un fournisseur d'énergie, pour un client d'énergéticien, de changer de fournisseur. Donc ça, c'est un élément important. Et ensuite, il y avait un enthousiasme pour les instruments de marché. C'est à peu près à la même époque que le système européen d'échange des quotas est mis en place. Donc ça s'inscrit dans ce mouvement. Donc, dans les grandes lignes, les certificats d'économie d'énergie, c'est une obligation d'économie d'énergie qui est imposée aux fournisseurs d'énergie. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif, on va y revenir. Donc c'est une obligation qui est imposée au prorata de leur vente au secteur résidentiel et tertiaire. Et ça s'applique à toutes les énergies, y compris dans les transports, le carburant pour les transports. En tout cas, c'est en gros les secteurs non couverts par l'EU ETS. Et un point important, c'est que donc, les fournisseurs ont des obligations d'économie d'énergie. Et évidemment, ceux qui ont dépassé leur obligation à l'issue d'une période de 3 ans peuvent vendre les économies d'énergie excédentaires à d'autres acteurs qui n'auraient pas atteint leur obligation. Enfin, ils peuvent faire ça n'importe quand pendant la période des 3 ans. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est où ils en sont au bout de la période des 3 ans. S'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils payent une pénalité. Donc, la monnaie d'échange, c'est l'économie d'énergie. C'est une économie d'énergie certifiée. Donc, c'est un certificat d'économie d'énergie. Comment elle est certifiée, cette économie d'énergie? Dans la plupart des cas, c'est sur la base d'un forfait, d'un montant forfaitaire calculé par les ingénieurs de l'ADEME et des métiers de l'efficacité énergétique. Donc typiquement, quand vous changez une chaudière, il y a une fiche agréée par le ministère qui dit cette mesure économise tant de kilowattheures. De kilowattheures CUMAC pour cumuler actualisé. Donc on suppose que c'est des économies d'énergie qui sont comptabilisées sur la durée. Et donc voilà, on utilise cette métrique de calcul, le kilowattheure CUMAC. Mais donc on constate pas sur la facture ce qui a été économisé. On dit ok, ça on dit que ça économisera tant. Ensuite il faut qu'il y ait un rôle actif et incitatif des obligés. Donc ça veut dire qu'ils doivent faire quelque chose pour encourager cette mesure. C'est-à-dire il faut qu'on puisse dire que cette mesure elle a été déclenchée par l'obligé. Donc normalement, si vous êtes un ménage, vous allez être démarché par un énergéticien. Le vôtre, celui à qui vous payez votre électricité, ou un autre. Et normalement, il va vous proposer une subvention ou au moins un service d'information, etc., pour que vous isoliez votre maison ou vous changiez votre chaudière. Et ce que va faire l'obligé, ensuite, c'est vous demander la facture, enfin, vous faire signer une attestation et faire remonter ça à l'administration pour montrer qu'il a encourager cette mesure.
C'est juste la facture hein, qui remonte, c'est pas nécessairement la prime qui vous a donné. Donc ça, c'est le rôle. Donc tout ça pour dire que le gros de l'instrument, c'est des subventions, et que donc c'est un coût de subvention que l'État impose aux énergéticiens, et dans l'esprit de la libéralisation des marchés, etc., l'énergéticien, plus ou moins facilement, est autorisé à répercuter le coût de cette contrainte sur la facture d'énergie. D'accord ? Donc aujourd'hui, dans les factures d'énergie, il y a une petite part qui est au titre des certificats d'économie d'énergie, y compris dans le prix du carburant, par exemple. Et depuis 2016, il y a un quart de l'obligation qui doit être réalisée auprès de ménages précaires. Au niveau des caractéristiques de l'instrument, donc là, si je reviens plus aux concepts économiques sur lesquels je travaille, donc on peut le voir vraiment comme un instrument qui joue sur les deux éléments en vert ici. D'accord ? Il est censé corriger à la fois des défaillances des marchés de l'énergie et des défaillances des marchés de l'efficacité énergétique. Donc d'abord, il y a sur le marché de l'énergie l'externalité carbone, évidemment. Et donc à l'époque, en 2005, quand on met en place ce dispositif, il n'y a pas de taxe carbone. Donc on cherche des solutions pour quand même encourager par des incitations les réductions d'émissions. Et en plus, quand c'est de l'énergie, il y a aussi un intérêt en termes de sécurité énergétique, etc. Donc vraiment, on peut dire qu'un aspect de l'instrument, c'est vraiment tout simplement un outil d'internalisation des externalités. Ce qui le caractérise, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a une composante subvention. On subventionne l'efficacité énergétique et on peut répercuter cette subvention sur la facture d'énergie. Donc c'est un mécanisme un peu hybride et donc qui, dans un cadre économique idéal, n'est pas aussi bon qu'une pure taxe carbone si l'objectif c'est d'internaliser l'externalité, mais elle a quand même l'intérêt d'induire une hausse de prix plus faible que la taxe carbone pour arriver à une même quantité d'économie d'énergie, puisque vous jouez sur les deux tableaux, en fait. Vous pouvez vous permettre de faire une taxe un peu plus faible sur l'énergie, parce que derrière, vous subventionnez aussi l'efficacité énergétique. Okay ? Donc, d'un point de vue, justement, de maîtrise des variations de prix, ça peut avoir un intérêt. Ensuite, c'est un instrument où, en fait, on délègue au secteur privé la mission de réaliser des économies d'énergie. Okay ? Donc, voilà, on pourra imaginer l'État qui fait une taxe ou qui donne des subventions, ce qui fait par ailleurs. Là où on aurait des flux financiers qui passeraient par l'État, là, tout ça, on le délègue au secteur privé. Encore une fois, c'est dans le contexte que je vous ai présenté de libéralisation des marchés de l'énergie. Et là, en fait, l'idée, c'est que, surtout dans la mesure où c'est un instrument qui est destiné à mobiliser les gisements qui ne sont pas couverts par l'IOITS, donc c'est des gisements diffus, et l'idée, c'est que c'est vraiment les énergéticiens qui sont en contact avec le consommateur final, et donc qui ont les meilleurs leviers pour déclencher des économies d'énergie en bout de chaîne, et notamment parce qu'ils sont censés avoir une information supérieure aux régulateurs sur ces gisements diffus. Donc il y a bien l'idée de mobiliser la supériorité informationnelle des énergéticiens pour atteindre ces gisements diffus. Et dans ce cadre-là, il y a aussi une idée qui était très en vogue à l'époque, qu'on met moins en avant aujourd'hui, mais c'était vraiment un argument de vente pour les pouvoirs publics de cet outil, c'était d'accompagner la transformation du modèle d'affaires des fournisseurs d'énergie vers la fourniture de
service énergétique. Donc on vend à la fois de l'énergie et de l'efficacité énergétique, donc on vend un service d'optimisation. Donc ça, la libéralisation des marchés devait aider à ça, notamment parce que comme en contexte libéralisé, ça devenait plus facile pour les clients de changer d'opérateur énergétique, il fallait se distinguer par des services en plus. Et le service d'efficacité énergétique en faisait partie. Mais bon, faut bien garder en tête que obliger les fournisseurs d'énergie à inciter aux économies d'énergie, c'est quand même, ça va à l'encontre de leur raison d'être. En fait, on les oblige à réduire leurs ventes. Donc il y a à la base un problème d'incitation assez important et dont on se demande toute la richesse du dispositif, c'est comment ils vont surmonter ce problème d'incitation. Donc je crois qu'il me reste juste 2 slides assez factuels sur où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans la 4e période du dispositif avec des objectifs. Là, c'est le volume cumulé de certificats produits depuis le début du dispositif. Et donc là, en fait, la première période du dispositif, les 3 premières années, on était sur une obligation pour 3 ans de 54 TWh. Et maintenant, en 4e période, on est sur une obligation pour 3 ans de 1600 TWh. Donc il faut voir que le dispositif aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début. C'est devenu vraiment assez massif. Et d'ailleurs, si je vous montre le prix d'échange des certificats d'économie d'énergie sur toute la période, bon, ça a beaucoup fluctué au début, mais en gros, pendant les 6-7 premières années, on avait un prix d'échange qui était à 4 € du mégawattheure Qmac. Ensuite, pendant quelques années, il a descendu jusqu'à passer sous la barre des 2 €. Et là, depuis 2017, c'est-à-dire à peu près 1 an avant la nouvelle période, il s'est mis à vraiment augmenter assez fortement. Et voilà, donc quand on fait un petit calcul de coin de table, le prix moyen pour 2019, c'était un peu moins de 7 €. Quand on multiplie ça par l'obligation annuelle, qui a d'ailleurs été étendue d'une année, maintenant elle court jusqu'à 2021, on est à pas loin de 4 milliards d'euros par an qui sont censés être dépensés par les fournisseurs d'énergie dans l'efficacité énergétique. Et là-dedans, je ne sais plus exactement quelle est la part d'EDF, mais c'est peut-être la moitié ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai épuisé mon temps. Ouais. J'ai plein de diapos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, on va passer avec M. Bejaoui qui va nous faire sa présentation. Donc, à vous. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Hakim Bejaoui, donc je suis responsable de projet au Clair, comité de liaison énergie renouvelable. J'étais pas un ancien du master celui-ci, mais un ancien du master assez proche de la faculté d'économie de Grenoble, également économie d'énergie et de l'environnement. Et donc moi, je vais plutôt vous parler d'un aspect un peu plus pratique des certificats d'économie d'énergie. D'une part, vous donner un peu la vision, la position du Clair sur le mécanisme. Je vous fais un petit spoiler. On considère que c'est quand même un instrument important puisque c'est l'un des plus gros instruments pour réaliser des économies d'énergie. Mais pour autant, il a des défauts qu'il faudrait corriger pour qu'il soit encore plus efficace. Mais j'en parlerai un peu plus et en précisant trois points qui nous paraissent essentiels.
Et ensuite, je reviendrai sur quelque chose d'encore plus pratique. Alors, M. Giraudet n'en a peut-être pas trop parlé. Dans le mécanisme, on a 3 types d'opérations. Les opérations standardisées, donc comme il l'a évoqué, les fiches standardisées. On a les opérations spécifiques et on a aussi les programmes. Et donc, je vais vous parler un peu du programme qu'on porte au clair, un programme C2E. Le programme SLIM, c'est un programme de lutte contre la précarité énergétique. Et en fait, on va voir que le mécanisme est essentiel pour pouvoir structurer ce type de filière et structurer ces types d'actions qui ne sont pas rentables et qui ne seraient pas réalisées autrement. Donc là, ça a été un peu long comme introduction. Je vais vous introduire très rapidement le CLER. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Donc c'est une association qui a été créée en 1984 et qui défend et accompagne la montée en puissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie dans le paysage énergétique français. Donc c'est tout un réseau d'adhérents, associations, collectivités, organismes de formation, bureaux d'études, et donc qui sont en fait engagés dans la transition énergétique sur le territoire. On a 4 missions principales. La première, c'est d'échanger, donc dynamiser le réseau d'adhérents. Et pour ça, on a plusieurs rencontres tout au long de l'année sur des aspects très précis parfois, sur la précarité énergétique, sur d'autres sujets. Et on a une rencontre annuelle qui est chaque année en juin, où on regroupe tous les adhérents pour qu'ils puissent justement échanger, remonter, nous faire des retours de terrain et partager leur expérience. On a une autre mission qui est de déployer, donc c'est de mettre en œuvre la transition dans les territoires. Donc là, on est plutôt sur les aspects, comme je le disais, programme. On porte des projets, notamment 2 programmes C2E, mais je vais entrer plus dans le détail sur l'un d'entre eux. Ensuite, on a convaincre, donc faire un plaidoyer pour la transition énergétique. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on intervient dans le dispositif des C2E et dans le comité de pilotage. Et enfin, on a informé, donc faire circuler les connaissances, et pour ça, je vous invite à visiter notre site, le site du CLER, où on publie nos positions et nos avis sur la transition énergétique. Donc pour entrer... non, pas encore. Le réseau CLER, c'est plus de 300 structures en 2019, donc 35 d'actions sur le terrain, et des centaines de projets accompagnés, des documents diffusés, etc. Et donc ce qui fait vraiment la richesse et l'importance du CLER, c'est sa diversité. Pour rentrer un peu plus maintenant dans notre sujet, donc le dispositif, comme l'a dit M. Giraudet, il a une place centrale dans la politique énergétique de la France. Et maintenant, l'un des principaux instruments de financement des opérations d'économie d'énergie, on est, comme le disait Giraudet, M. Giraudet, à 4 milliards d'euros sur la 4e période. Pour autant, on considère que certains éléments mériteraient d'être ajustés pour que le dispositif puisse réellement être efficace. C'est-à-dire qu'il y a 3 points qui nous paraissent essentiels à corriger pour qu'on puisse vraiment être efficace. Donc il y a d'une part favoriser la rénovation énergétique globale et performante plutôt que la rénovation par geste. Je vais revenir sur ces 3 points par la suite. Redonner de la confiance dans le dispositif des C2E. Et enfin, rééquilibrer la gouvernance du dispositif. Donc pour le premier point, favoriser la rénovation globale et performante plutôt que la rénovation par geste. C'est reconnu par tous que la rénovation globale et performante du parc du bâti existant, elle est incontournable et prioritaire pour répondre aux enjeux fondamentaux du réchauffement climatique, de la lutte contre la précarité énergétique, de l'amélioration du confort des habitants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans la pratique, les fiches d'opération standardisées favorisent plutôt la réalisation des gestes d'économie d'énergie. Donc là, je vous ai mis un petit schéma pour que vous puissiez comprendre ma réflexion. Quand on regarde le schéma d'en haut, on a plusieurs gestes qui peuvent être réalisés pour améliorer un bâtiment et le rendre bâtiment basse consommation. On a faire des travaux sur la menuiserie, remplacer la chaudière, faire l'isolation, la ventilation.
Mais ce qu'on remarque, c'est que sur le premier schéma, si on additionne ces gestes et qu'on les fait l'un après l'autre, on n'arrive pas à un bâtiment basse consommation, parce qu'on n'a pas pris en compte le bâti dans son ensemble. Et il faut pouvoir coordonner d'une part tous les artisans qui sont sur ce travail-là, et en plus optimiser, notamment au niveau de l'étanchéité, les ponts thermiques et de dimensionnement. Et ce qu'on voit dans les fiches d'opération, c'est que généralement, d'une part, elle favorise les petits gestes d'économie d'énergie, du type isolation à 1 euro, ou remplacement de chaudière à 1 euro, et ce qui fait qu'on dit que ça tue le gisement, en fait, dans le sens où on va aller vers des premières opérations qui sont plutôt rentables et faciles à mettre en œuvre, mais que derrière, on ne va pas faire les opérations qui sont plus dures et moins rentables. Et donc, on n'a pas en faisant par geste, on n'a pas cette globalité qui nous permet d'avoir un bâtiment, faire des travaux rentables au final. Et c'est aussi l'une des recommandations de l'étude d'ADEME. Donc, M. Giraudet en a aussi parlé un petit peu. En fait, c'est une étude qui a été présentée en décembre et qui sera publiée, il me semble, une synthèse sera publiée en mars ou en avril. Et donc, c'est une étude sur l'évaluation du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et l'une des recommandations, c'était que le dispositif doit encourager un peu plus la réalisation de bouquets de travaux plutôt que des opérations simples. Donc ça, c'était une première remarque qu'on avait sur le dispositif. La seconde, c'était de redonner de la confiance dans le dispositif des C2E. Donc la qualité des travaux, elle est souvent pointée du doigt. Encore une fois, on l'a vu très récemment en début de mois, un reportage, par exemple, d'Envoyé spécial sur l'isolation à 1 euro. Il y a certaines entreprises qui sont peu scrupuleuses et qui se sont engouffrées un peu dans le dispositif pour maximiser leurs gains. Elles vont, par exemple, dire avoir traité des surfaces d'isolation qui, en fait, n'ont pas été traitées. Et donc, elles vont arnaquer les particuliers. Et donc ces pratiques-là jettent le discrédit sur la rénovation énergétique et creusent encore plus l'écart entre économie d'énergie réelle et estimée. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse retrouver de la confiance dans le dispositif des C2E. Et pour ça, le ministère a mené en automne 2019 une campagne qui va dans le bon sens, une campagne de lutte contre les fraudes. Et on considère qu'il faut aller dans ce sens-là pour pouvoir retrouver de la confiance dans le dispositif. Ensuite, on a le rééquilibrage de la gouvernance du dispositif. Ça, c'est le troisième point que je voulais évoquer. Aujourd'hui, et en fait, au titre d'ONG, on est membre du comité de pilotage du dispositif et on voit que le dispositif est quand même pas mal piloté par les acteurs qui ont un intérêt financier, les fournisseurs d'énergie, les vendeurs de C2E. Et ça va. Ils n'ont pas nécessairement à l'esprit, ou plutôt, je dirais que oui, ils n'ont pas nécessairement à l'esprit d'être plus ambitieux dans les objectifs d'économie d'énergie. Et donc on peut perdre un peu le sens du dispositif qui est de la réalisation d'économie d'énergie à la base. Donc c'est pour ça qu'on souhaite aussi un rééquilibrage de la gouvernance. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a été évoqué dans l'étude de l'ADEME et qui a eu une recommandation de l'étude. Et donc on a la 5e période qui va bientôt arriver. Et c'est peut-être la possibilité, l'opportunité pour les membres du comité de pilotage, pour le ministère, de pouvoir modifier certaines modalités et prendre en compte les recommandations que j'ai précitées précédemment. Et encore une fois, il faut, dans le cadre de cette 5e période, va être fixée l'obligation de volume de certificats d'économie d'énergie que les obligés doivent avoir pour la période. Et pour ça, il faut encore une fois ne pas perdre de vue l'essence même du dispositif et vraiment garder au cœur du pilotage les économies d'énergie. Et donc pour ça, fixer des objectifs qui permettent
de réaliser des économies d'énergie et d'atteindre les objectifs fixés. Je voulais maintenant aborder un point qui me paraît important et qui est plutôt une spécificité du dispositif, c'est les programmes C2E. Donc qui permettent en fait de financer des actions qui ne sont pas des investissements directs dans les travaux. On va avoir de la sensibilisation de certains acteurs, de l'accompagnement de certains ménages, et c'est des actions en fait qui pourraient pas être supportées par un business model. Enfin, je veux dire, c'est des actions non rentables, mais pour autant, elles vont permettre de construire un écosystème favorable et qui va permettre par la suite de réaliser des économies d'énergie. Et l'un des programmes qu'on porte et que je voulais vous présenter pour avoir un aspect plus trop pratique du dispositif, c'est le programme SLIM, donc Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Donc c'est un programme qui a été créé par le CLER en 2013 et qui vise en fait à lutter contre la précarité énergétique. Donc pour ça, il y a 3 étapes pour lutter contre la précarité énergétique. En fait, c'est une méthodologie que le CLER a mis en place. Donc il y a 3 étapes. La première, c'est de repérer les ménages en précarité énergétique. Et pour ça, il faut en fait organiser toute une chaîne de détection. Donc sensibiliser ce qu'on appelle des donneurs d'alerte. Je vais revenir sur les donneurs d'alerte, mais ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des structures comme la CAF, des choses comme ça, qui vont faire remonter les ménages en précarité énergétique vers la collectivité. C'est un dispositif qui est porté par la collectivité, et donc ça permet en fait, une fois les ménages repérés, d'effectuer une visite à domicile chez eux pour la réalisation d'un diagnostic socio-technique. Je reviendrai aussi là-dessus. Et une fois le diagnostic réalisé, on va pouvoir orienter ces ménages pour leur trouver des solutions adaptées et durables. Donc si je reviens sur un peu les chiffres du dispositif, du programme, on a une trajectoire assez progressive et une bonne trajectoire pour les ménages accompagnés, les ménages en précarité énergétique. Donc de 2013 à 2018, on était sur 30 000 ménages accompagnés. Et en 2019, on sera là on est sur un prévisionnel, mais on sera certainement à plus de 13 000 ménages. Le programme, il est disponible pour tous les types de collectivités. Ça peut être des conseils départementaux, des conseils régionaux, des communautés de communes, des villes, tout type de collectivités. Et donc le repérage, c'est la première étape. C'est en fait l'étape clé pour lutter contre la précarité énergétique, c'est de pouvoir repérer les ménages. Et pour ça, en fait, la collectivité m'a animé tout un réseau de donneurs d'alerte. Et les principaux donneurs d'alerte, je les ai mis sur la droite. Ça peut être des travailleurs sociaux, des caisses d'allocation familiale, des espaces info-énergie. Et c'est eux qui vont faire remonter les ménages en précarité énergétique pour que derrière, on puisse les orienter vers des solutions durables. Donc il y a aussi la possibilité de mener des campagnes spécifiques et ciblées pour que les ménages puissent venir d'eux-mêmes vers cette plateforme de lutte contre la précarité énergétique. Ensuite, en fait, on réalise un diagnostic socio-technique, c'est-à-dire qu'un chargé de visite va s'intéresser à l'état du bâti et des équipements, les usages de l'énergie, la situation sociale et financière du ménage. Il va installer également des petits équipements d'économie d'énergie. Et en moyenne, on a comptabilisé que ça permet de réaliser 172 € d'économie la première année, ce qui est pas peu. Ensuite, ils vont proposer des conseils personnalisés qui tiendront compte du diagnostic et vont rédiger un rapport de visite qui va proposer une orientation. Ce qui nous amène à la 3e étape, l'orientation des ménages. Et donc en fait, ça peut être plusieurs types d'orientation. Ils vont pouvoir être orientés vers une expertise technique sur la rénovation des logements. Donc on voit en fait que 30% des ménages sont orientés vers des travaux. On a également un accompagnement à l'autoréhabilitation, des aides financières ponctuelles, un accompagnement au conseil juridique, un accompagnement budgétaire ou social. Mais tout ça pour dire en fait que là, je ne sais pas si vous l'avez gardé en tête durant la présentation du programme,
mais ce type de programme ne peut pas être mis en place par une structure qui voudrait être rentable. Je veux dire, c'est tout simplement pas rentable, et c'est en ça que cette spécificité est plutôt intéressante pour le dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'elle va permettre de structurer encore une fois la filière et l'écosystème, et permettre d'avoir un écosystème favorable pour les économies d'énergie derrière. Ce que je voulais par contre, je voulais nuancer sur un certain point, c'est que les programmes en fait certificats d'économie C2E, labellisés C2E, ils ont malheureusement une durée assez courte. Ils sont sur 36 mois de vie. En tout cas, dans les appels à candidature, les structures qui répondent doivent répondre pour une durée de 36 mois. Et en fait, c'est dommage dans le sens où ça ne permet pas en fait, d'avoir pour eux une visibilité sur long terme. Et ce type de programme, si je reprends un peu la trajectoire qu'on avait, on voit bien que sur les premières années, c'est pas des balbutiements, mais on est sur l'expérimentation, on doit mettre en œuvre un peu tout l'écosystème, etc. Et c'est difficile pour des programmes comme ça de pouvoir atteindre un rythme de croisière sur seulement 3 années. Et on voit bien que par contre, par la suite, une fois le rythme de croisière pris, c'est des programmes qui sont pertinents. Donc ça, c'est la première recommandation qu'on ferait, c'est que de donner de la visibilité un peu au programme C2E pour qu'il puisse se projeter sur plus long terme. Et l'autre point que je voulais aborder sur les programmes, c'était nous dans notre cas, on va avoir on a un nouvel arrêté qui prolonge ce programme, et on est en relation donc avec Amorce, une autre association qui avait aussi déposé un programme de précarité énergétique. Donc on est en coordination sur cet aspect-là, mais la remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a aujourd'hui une cinquantaine de programmes C2E qui sont mis en place sur tout le territoire français, mais il y a peu de coordination entre eux. Et donc il serait plutôt intéressant d'avoir cette coordination, et notamment en termes de thématiques. Je pense qu'il y a peut-être 5 à 10 programmes sur la précarité énergétique, et ce serait intéressant que le mécanisme puisse favoriser la coordination entre ces différents programmes. Et je m'arrête là. Super, merci beaucoup. On va passer à la suite avec monsieur David. Donc, si j'ai bien compris, vous avez... Merci beaucoup. Donc moi, je suis Olivier David. Je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire, où je suis le chef du service climat et efficacité énergétique, qui est un service qui qui gère au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire l'ensemble des politiques climatiques, des politiques de qualité de l'air, de développement de la chaleur renouvelable et d'efficacité énergétique au sens large, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on consomme l'énergie, que ce soit dans les véhicules, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans l'agriculture. Voilà. Donc on gère toute une série, je dirais, de réglementations sur le volet climatique et sur le volet énergétique dans ces différents sujets. Et donc notamment, c'est au sein de mon service qu'on pilote le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Concrètement, ça consiste à... en gros, il y a 2 volets dans le pilotage du dispositif. Il y a, je dirais, faire l'ensemble des textes, des fiches, des programmes, valider les programmes, voir comment est-ce qu'on construit le dispositif. C'est la première brique. Et la deuxième, c'est on reçoit l'ensemble des demandes de certificats d'économie d'énergie par les entreprises et on leur attribue ces certificats d'économie d'énergie.
Ça représente à peu près 2 millions d'opérations chaque année. En gros, c'est 2 millions d'euros d'opérations qui sont instruites et délivrées chaque année. Et ensuite, on assure aussi le contrôle du dispositif, qui est un point important, puisque quand on est dans un dispositif je dirais, qui a pris énormément d'importance, on l'a dit, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros par an accordés le poids du dispositif. Il y a toute une série de fraudeurs divers et variés dans le dispositif. Donc on a une équipe qui va traquer ces fraudeurs. Je voulais faire juste du coup, je vais faire une présentation parce que je ne connaissais pas les présentations d'avant et donc pour éviter de faire des redites, je voudrais juste faire quelques remarques du coup sur le dispositif, puis après du coup on pourra laisser un temps pour les questions. D'une part, c'est un dispositif qui est du coup extrêmement important, 4 milliards d'euros par an. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a un autre grand dispositif d'aide à l'efficacité énergétique qui est le crédit d'impôt transition énergétique, donc qui cette année a évolué avec 2 volets, mais je dirais dans l'ensemble de ces 2 volets, ça représente de l'ordre de 800 millions d'euros pour l'année 2020. Donc on est sur un dispositif qui est plus de 4 fois le dispositif du crédit d'impôt transition énergétique, MaPrimeRénov', comme on l'appelle, au sens large. C'est le principal dispositif d'aide à l'efficacité énergétique. Sa caractéristique, on a beaucoup parlé du bâtiment, mais je dirais la caractéristique du dispositif, c'est qu'il touche l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire qu'on peut obtenir des C2E quand on fait des économies d'énergie, quel que soit le secteur. Donc le bâtiment, le transport, l'agriculture, l'industrie. Pour vous donner quelques... dans le bâtiment, on voit bien ce que c'est. C'est des travaux, on en a parlé, des travaux d'isolation, de changement de chaudière, etc. Dans le transport, c'est par exemple Blablacar. Le modèle économique de Blablacar, il est fondé sur les certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que ce qu'on considère, c'est que quand on fait du covoiturage, on fait de l'économie d'énergie, et donc on a toute une méthodologie pour calculer ces économies d'énergie qui sont liées au covoiturage, et on attribue des C2E pour ces certificats, pour ces actions de covoiturage. Et donc le modèle économique de Blablacar, c'est fondé sur les certificats d'économie d'énergie. On a des actions dans l'agriculture, c'est tout ce que font les agriculteurs en économie d'énergie, que ce soit des travaux sur les tracteurs. On a par exemple dans les fiches standards, dans les actions, il y a des actions sur comment est-ce qu'on se rachète un tracteur qui consomme moins d'énergie. Et on a des actions dans l'industrie qui sont aussi des actions, je dirais, Donc, dans le bâtiment, on est plutôt sur des petites actions de quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Dans l'industrie, on peut avoir des grosses actions. Je pense à une action sur laquelle on est en train de travailler avec un industriel qui va changer sa cogénération. Donc il avait une vieille cogénération charbon, je dirais peu performante. Il va se changer son installation de cogénération donc pour produire sa chaleur. Je dirais, la subvention qu'il peut avoir, l'argent qu'il peut obtenir avec les certificats d'économie d'énergie se chiffre en dizaines de millions d'euros. C'est-à-dire que c'est une aide qui peut atteindre 50 millions d'euros pour une opération. Donc on voit qu'on a des opérations qui sont extrêmement diverses et je dirais la force du dispositif tel qu'elle a été pensée au début, c'est que comme l'énergéticien a en fait une obligation de résultat, ce qu'on lui dit c'est vous devez faire tant d'économies d'énergie dans l'année. Je dirais ce qu'il y avait à la base du dispositif, c'est que du coup il va s'orienter vers les actions qui sont les plus rentables. Donc on va toucher le gisement d'économie d'énergie progressivement en commençant par les actions les plus rentables vers les actions les plus difficiles. En pratique, ça marche, ça c'est la théorie, ça ne marche pas tout à fait comme ça. En pratique, dans je dirais ce qu'on appelle la 4e période, celle où on est maintenant, on a des obligations de résultats d'économie d'énergie donc d'obtention de C2E par les fournisseurs d'énergie qui sont telles qu'il faut qu'ils touchent tous les secteurs. Et je dirais la difficulté à l'heure actuelle du dispositif, c'est que en 2018 et en 2019, les fournisseurs d'énergie n'ont pas réussi
à atteindre leurs obligations. Alors, ils ont 4 ans pour le faire, hein, 2018, 2019, 2020, 2021, mais sur cette période de 4 ans, ils ont accumulé du retard, et donc c'est ce qui pose à l'heure actuelle à la fois une hausse des prix, tout simplement du certificat d'économie d'énergie, mais aussi, je dirais, une fébrilité importante des fournisseurs d'énergie qui, je dirais, doivent atteindre cette obligation fin 2021. L'autre chose que je voulais dire, c'est, on en a un peu parlé, c'est le rôle actif et incitatif. Ça paraît, c'est un peu barbare comme terme, c'est vraiment une spécificité du dispositif. D'habitude, les dispositifs d'aide n'ont pas ce rôle actif et incitatif. C'est par exemple le cas du crédit d'impôt transition énergétique. On fait les travaux et ensuite on va demander l'aide. On peut demander l'aide, le crédit d'impôt, même si quand on a lancé ces travaux, on ignorait l'existence de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des travaux parce qu'ils savaient qu'il existait le crédit d'impôt transition énergétique. Ils l'ont pris en compte au début, puis ils ont fait les travaux. Mais il y a toute une série de gens qui font des travaux, puis ensuite qui s'aperçoivent que l'aide existe, puis la demandent. Les C2E, le principe du dispositif, c'est qu'il faut... l'énergéticien doit prouver que c'est grâce à lui que les gens ont fait les travaux. Donc, typiquement, si il arrive après que les travaux sont faits, bien sûr, c'est pas lui qui en était à l'origine, mais il y a tout un système de preuves. Donc, il doit arriver avant que les travaux soient faits, et c'est lui qui doit démontrer qu'il est à l'origine de ces travaux. Et donc, c'était vraiment l'idée du dispositif, c'était que on allait utiliser toute la machine, je dirais toute la puissance de frappe des énergéticiens pour pouvoir se déployer et faire ces économies d'énergie. Alors c'est vrai que ça paraît bizarre de demander aux gens qui vendent de l'énergie de faire ces économies d'énergie. Dans la pratique, ça marche bien parce que tous ces groupes, que ce soit EDF, Engie, Total, etc., ont des filiales qui ne font que de l'économie d'énergie. Typiquement, EDF a une filiale qui s'appelle Dalca qui fait que ça. Engie a une filiale qui s'appelle Cofeli qui fait que ça. Et donc, ils ont des liens au sein de ces groupes entre ceux qui vendent l'énergie et ceux qui font des services énergétiques dans lesquels ils s'échangent entre eux leurs C2E. Et ensuite, ça marche bien aussi parce que c'est un moyen d'obtenir des clients. C'est-à-dire que dans un marché de l'énergie libéralisé, quand on va voir quelqu'un typiquement qui a un contrat de gaz avec Engie et qu'on lui dit et qu'on s'appelle Total et qu'on lui dit je vais vous aider à changer la chaudière, mais en échange vous changerez de fournisseur, ça aide les gens à changer de fournisseur. Et donc, un des grands modèles des C2E, c'est des offres couplées. On change de fournisseur et on a une aide pour faire de l'isolation ou changer sa chaudière. C'est aussi, quand on s'appelle EDF, un moyen notamment de récupérer des clients en faisant des changements fuel vers pompe à chaleur, gaz vers pompe à chaleur. Donc il y a tout je dirais, cet enjeu des C2E. Donc les C2E, c'est un système du coup dans lequel les fournisseurs d'énergie vont financer ces travaux en fonction de donc les C2E qu'on obtient, c'est en fonction de l'énergie qui est réalisée. Donc, il est calculé dans des fiches standards, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question à chaque fois qu'on change une chaudière de combien ça rapporte en économie d'énergie. On a fait le calcul en amont avec une valeur moyenne qui correspond à la valeur du parc actuel, c'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce que les gens achètent habituellement, par exemple pour une chaudière gaz, on regarde qu'est-ce que les gens achètent en moyenne comme chaudière gaz, et si j'achète une chaudière gaz à condensation avec telle performance, on calcule la différence d'économie d'énergie et ça donne la valeur en C2E. Ça, c'est, je dirais, la base du dispositif que ensuite on va tordre de différentes façons pour pouvoir atteindre d'autres objectifs de politique publique que les économies d'énergie.
il y a je dirais des petites torsions. C'est par exemple, ce qu'on se dit, c'est un énergéticien, c'est plus facile de faire des économies d'énergie en France métropolitaine que dans les DOM. Donc on tord le dispositif et on dit, quand on va faire des actions d'économie d'énergie dans les départements d'outre-mer, on va bonifier les C2E et donc pour la même action, on va obtenir 2 fois plus de C2E, ce qui va du coup inciter les énergéticiens à aller faire des actions dans les départements d'outre-mer. Une autre façon de tordre le dispositif, c'est ce qu'on souhaite, c'est pas juste faire des économies d'énergie, c'est aussi avoir une politique sociale. Et donc tous nos dispositifs, et c'est vraiment le cadre des C2E, c'est de faire des économies d'énergie et d'aider les ménages les plus modestes. C'est vraiment, je dirais, le deuxième grand enjeu du dispositif, c'est que ce soit un dispositif de solidarité nationale, c'est-à-dire que chacun paye, on répercute dans les factures en fonction de la consommation d'énergie, quel que soit le revenu, mais on va donner beaucoup plus aux ménages les plus modestes. Et 50% des actions, 50% des C2E, du coup, sont faits dans les ménages précaires. C'est les ménages précaires qui génèrent la moitié des C2E. Pour ça, on le fait de deux façons. Il y a 2 façons de tordre le dispositif pour aller plus vers les ménages précaires. Il y a, pareil, un système de bonification. Puis, on a des systèmes, je dirais, de coup de pouce, c'est-à-dire de se dire, le ménage précaire, qu'est-ce qui est important pour lui? C'est le reste à charge. C'est pas, on a vu sur la courbe, sur les TRI des actions, notre sentiment, c'est que pour les ménages très modestes, pour qu'ils fassent des actions d'économie d'énergie, il faut que le reste à charge soit nul. C'est-à-dire qu'il faut que l'aide couvre 100% de l'action d'économie d'énergie. C'est ce qu'on a appelé, enfin c'est ce qui s'appelle, je dirais, les actions à 1 euro. C'est l'idée que on va payer aux ménages 100% de l'action. Et donc pour ça, on va tordre le dispositif des C2E pour pouvoir atteindre un niveau d'aide qui correspond à 100% de l'action. Avec le revers de la médaille, qui est que quand on paye 100% de l'action, du coup, le ménage, ça attire un certain nombre, je dirais, d'escrocs dans le dispositif, parce que du coup, on est amené, quand on est un escroc, à aller voir un ménage modeste et à lui dire « je vais vous vendre de la merde puisque vous payez rien ». Et comme le ménage ne paye rien, il ne portera pas plainte si on lui a fait de la merde, parce que de toute façon, il n'a rien payé. Donc c'est, je dirais, le revers de la médaille, mais je dirais, notre conviction très forte, c'est que dans les ménages très modestes, il ne faut pas, même s'il y a un petit reste à charge, les actions d'économie d'énergie ne se font pas. Une autre torsion du dispositif qu'on fait, c'est sur le climat. C'est-à-dire que le dispositif des C2E, c'est un dispositif qui a été conçu en 2005, à une époque où ce qui était le plus important dans la politique, je dirais, environnementale, c'était les économies d'énergie. On a une vision maintenant totalement différente des économies d'énergie. C'est-à-dire que pour nous, le plus important, c'est la politique climatique. C'est-à-dire que l'objectif qu'on veut atteindre, c'est la neutralité carbone en 2050. Et cette neutralité carbone, pour l'atteindre, il y a notamment 2 grands leviers. C'est sortir des énergies fossiles et faire des économies d'énergie. Mais les économies d'énergie sont vues comme un moyen d'atteindre la neutralité carbone, un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est tordre le dispositif pour pouvoir apporter plus d'aide aux actions qui vont réduire plus les émissions de gaz à effet de serre, qui ne correspondent pas forcément aux actions qui font le plus d'économie d'énergie. Je dirais, le cas le plus typique, c'est quand on va faire des travaux, on va réduire la consommation d'électricité, on va moins réduire les émissions de gaz à effet de serre que quand on va passer du fioul au gaz ou du fioul à une pompe à chaleur. Et donc on va, dans le dispositif, on a tordu le dispositif en mettant toute une série de coefficients pour pouvoir orienter les actions
vers une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et je dirais l'action la plus emblématique qu'on fait, c'est de mobiliser à fond le dispositif des C2E pour sortir du fioul dans les différents secteurs, que ce soit dans le bâtiment résidentiel, dans le tertiaire. Donc du coup, on va apporter des aides très importantes à chaque fois qu'on abandonne sa chaudière fioul. Notre objectif étant de tuer totalement le fioul d'ici 2028. Donc, je dirais, on met le paquet des C2E sur ces actions. Je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Vous avez encore un peu de temps si vous le souhaitez, sinon on peut passer... je dirais, voilà comment on gère le dispositif. On a des principes de base qui consistent à attribuer des C2E en fonction des économies d'énergie pour que les énergéticiens, que les énergéticiens vont faire pour pouvoir remplir leurs obligations. Mais ensuite, on pilote le dispositif en fonction d'objectifs de politique publique, objectifs sociaux, objectifs territoriaux, objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Un des grands enjeux du dispositif, c'est le contrôle du dispositif, puisqu'on voit qu'on est sur, je dirais, un dispositif qui représente 4 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se faisait assez peu en début de période, en début de dispositif, quand on a vu que c'était 17 TWh, ça correspond en gros à quelques dizaines de millions d'euros. Je dirais, ça représentait pas une charge très importante pour les fournisseurs d'énergie, qui du coup faisaient eux-mêmes leurs actions. Ce qui était bien au début du dispositif, c'est de faire des actions exemplaires dans le dispositif. Maintenant qu'on a une pression très forte pour pouvoir faire ces opérations d'économie d'énergie, sont arrivées dans le dispositif toute une série d'entreprises qui, je dirais, sont des escrocs. Et donc on a des actions extrêmement fortes de lutte contre ces escrocs, qui du coup se voient beaucoup. C'est le cas des reportages, notamment dans l'isolation, je dirais, là où il y a beaucoup d'escrocs, c'est dans l'isolation des combles. Pourquoi ? Parce que dans les C2E, on en fait 100 000 par mois. C'est-à-dire que le dispositif des C2E finance 100 000 isolations de combles chaque mois, 1 200 000 par an. Et donc, ce qu'on voit, c'est quand on a une telle masse de travaux, je dirais, même s'il y en a un tout petit pourcentage qui est mauvais, ça se voit beaucoup, et donc ça crée beaucoup de buzz négatif, et donc on a, c'est un gros enjeu du dispositif C2E et de la rénovation énergétique de lutter contre les malfaçons et les escrocs dans le dispositif. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions. Super, merci à tous les trois. Vous pouvez revenir à vos places si vous voulez. Donc on va passer aux questions. Donc déjà, si les intervenants ont des questions entre eux, n'hésitez pas. Et ensuite, je propose de lever la main et on passe dans les rangs, distribuer les micros pour faire passer la parole. Voilà. Bonjour, j'avais deux questions. J'avais compris que c'était comme une bourse, les C2E, c'est-à-dire que finalement, par exemple, un fournisseur d'équipement, si on passe par exemple un achat de chaudière ou un changement de chaudière, c'est lui qui peut participer au C2E. Je peux répondre brièvement. Peuvent obtenir des C2E, il y a des obligés et des éligibles. Donc peuvent obtenir des C2E soit les fournisseurs d'énergie, soit des éligibles qui sont en nombre restreint. C'est des acteurs qui sont agréés par le ministère, ou alors c'est les collectivités locales, les bailleurs sociaux, l'ANA. Donc c'est en nombre. Enfin, les gens qui peuvent obtenir des C2E sont en nombre limité. Et après, ces gens-là peuvent effectivement se les échanger entre eux. Donc il y a effectivement une bourse. Donc, il y a une bourse, c'est-à-dire que les fournisseurs d'énergie ne se les échangent pas entre eux, puisqu'ils doivent atteindre leurs obligations.
Il y a les acteurs agréés par le ministère qui ne sont pas ce qu'on appelle les délégataires C2E, qui ne sont pas fournisseurs d'énergie, eux vont les vendre aux différents fournisseurs d'énergie. Et ma deuxième question, c'est comment vous avez déterminé les volumes à chaque étape là, on en est au 4e, on va être au 5e. Comment se sont déterminés les 533 là, du dernier? Alors, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord, on fait d'abord des études de gisement, c'est-à-dire qu'on va regarder. Enfin, il y a donc c'est l'étude que l'ADEME a menée dans toute l'année 2019. Il y a des études complexes pour savoir quel est le gisement d'économie d'énergie dans les différents secteurs, dans les différents types de travaux, combien ça coûte, combien on réussit à les faire. Donc on fait des études de gisement pour savoir, je dirais, l'idée, même si tout ça est assez théorique, hein, l'idée c'est de savoir, en fonction du niveau de l'obligation qu'on fixe, quel argent on a besoin en euros par mégawattheure pour faire les travaux, et donc du coup à quel niveau de prix on souhaite avoir le dispositif, donc combien on souhaite que ça pèse sur les factures de consommateurs pour pouvoir fixer le niveau. Ça c'est la première étape. Après la deuxième étape, on voit qu'il y a ensuite toute une série de bonifications, et donc on se pose la question de savoir est-ce qu'on souhaite avoir un système avec une obligation faible, du coup très théorique, une obligation faible et peu de bonification, ou un système avec énormément de bonification, qui permet du coup d'orienter le dispositif de différentes façons, avec du coup une obligation plus élevée. Il y a ensuite les programmes, donc on a 70 programmes actifs, donc on a qui sont un peu à part, dans lesquels on se fixe le volume de programmes qu'on veut. Ça, on arrive à un chiffre. Puis ensuite, après, c'est la négociation de marchands de tapis. Leclerc va dire que l'obligation est trop faible. Je pense que quel que soit ce qu'on propose, va dire que c'est trop faible. Et les énergéticiens vont dire que c'est beaucoup trop élevé. Et donc, on a toute une série de négociations. Donc, ça s'appelle du lobbying, c'est du lobbying, hein, dans lequel, in fine, après cette phase de lobbying, l'État arrête un chiffre. Non, moi je peux juste témoigner de quand j'étais en stage en 2007 à l'ADEME, où donc on commençait à réfléchir à l'obligation post-2009, là, qui n'était pas encore définie, et on s'est dit, bon, si on essayait de promouvoir x10 pour l'objectif. Mais ça s'est fait comme ça, à l'époque il y avait très peu d'études de gisement. Bon, au final, je crois que ça aboutit à quand même un objectif, je ne sais plus si c'était multiplié par 3 ou par 5, mais il y a quand même une partie assez importante de négociation. Ça représente, pour des gros énergéticiens, enfin, le premier obligé, c'est le groupe Total, qui est le premier obligé du dispositif. Ensuite, c'est EDF. Pour des gros énergéticiens, ça peut représenter des montants, je dirais, d'obligations de l'ordre du milliard d'euros par an. Enfin, donc on est sur des sujets qui sont traités par le numéro 1 de l'entreprise, avec le président de la République et le Premier ministre. Et juste au niveau quantitatif, là, il faut savoir que je vous ai parlé d'un prix qui était en moyenne sur 2019 à peu près 7 €. En fait, il faut savoir que la pénalité libératoire, elle est de 15 à 20 €. Donc ça veut dire que le prix pourrait encore être multiplié par 3 à peu près avant qu'on atteigne le montant de cette pénalité. Mais donc il faut imaginer, si on était au montant de la pénalité, on ne serait pas à 4 milliards, mais à 10-12 milliards par an. J'ai une question par rapport à la hausse des prix, justement. D'un point de vue de l'efficacité du dispositif, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable
Et si ça ne l'est pas forcément, quels sont les mécanismes pour essayer de réguler justement cette augmentation du prix du CE? Pour répondre, revient à la question précédente. On a fixé un objectif à 533 TWh par an, qui est un objectif qui a été fixé par Ségolène Royal, donc sur une période 2018, 2019, 2020, puis qu'on a étendu d'un an en 2021. Ce qui s'est passé, c'est en gros quasiment un doublement par rapport à la période d'avant, ce qui nécessite concrètement de doubler le niveau d'action. Ce qui s'est passé, c'est il y avait des élections présidentielles en mai 2017. Un grand nombre d'énergéticiens se sont dit c'est une période, le montant de l'obligation est trop élevé, on n'y croit pas, on fera ce qu'il faut au second semestre 2017 pour pouvoir baisser le niveau de l'obligation. Ce qui ne s'est pas fait, puis ensuite il y a eu une bataille importante dans le courant de l'année 2018-2019, dans lequel il y a eu un lobbying extrêmement fort des énergéticiens pour pouvoir baisser le niveau de l'obligation, qui a donné lieu à divers niveaux, je dirais, des expressions publiques, des tribunes, du lobbying, dans toutes ses formes. Ce qui explique que un grand nombre d'énergéticiens, imaginant que l'obligation allait baisser, n'ont pas augmenté très fortement leur rythme d'obligation. Et donc, tout le long de l'année 2018, on a produit beaucoup moins de C2E que de C2E liés au niveau de l'obligation. Ça s'est mis à augmenter très fortement dans le courant de l'année 2019 et on est maintenant au niveau de l'obligation, ce qui fait qu'on a un retard à rattraper. Sachant que du coup, quand on était dans une situation dans laquelle on produisait moins de C2E que le niveau de l'obligation, ça a entraîné une hausse des prix. Vu du ministère, on pense que les prix à l'heure actuelle sont trop élevés et que ça veut dire quoi un prix trop élevé? Ça veut dire que l'argent qu'on donne pour solliciter les actions correspond à des taux d'aide, je dirais, dans beaucoup d'actions qui sont trop élevés. C'est-à-dire que, notamment c'est le cas dans l'industrie, mais aussi dans le bâtiment, indépendamment des bonifications, il y a des actions dans lesquelles l'argent qu'on va donner lié aux économies d'énergie qu'on récupère sont supérieurs au prix de l'action. Ce qui est pas, je dirais, la théorie du dispositif. Et donc, ce qu'on pense, c'est que c'est cette augmentation forte de la quantité de C2E produits qui va entraîner une baisse du prix. Ouais, moi je veux compléter. Bon, la question du prix, enfin, faut bien voir qu'on est sur un instrument de marché et que c'est consubstantiel à l'instrument. C'est-à-dire que on met une contrainte et donc il y a un prix qui augmente. Et là, on augmente la contrainte, le prix l'augmente. Donc on a la même chose sur les marchés de permis. Peut-être d'ailleurs l'effet inverse, c'est-à-dire on dit sur le marché de permis, ah mais le prix est trop bas, ça montre bien que ça marche pas. Non, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que le montant de permis est peut-être trop généreux, quoi. Bon, mais en tout cas, moi j'ai des travaux de modélisation sur les certificats d'économie d'énergie en France et sur le secteur du bâtiment. On voit clairement qu'avec les montants d'obligations actuels, on est vraiment dans le dur. C'est-à-dire on commence à vraiment taper la contrainte du gisement. Et donc c'est pour ça que les prix augmentent beaucoup. Ce qu'il faut se dire aussi qu'avant, ça implique que les obligations d'avant, qui étaient moins fortes, étaient en fait... c'était relativement facile pour les obliger de faire des certificats. En gros, ce qu'ils ont eu à faire pendant un bon bout de temps, un bon nombre d'années
au début, ils avaient simplement à dire aux gens, tenez, vous savez, vous avez des crédits d'impôt pour changer votre chaudière et puis récupérer la facture, et ça leur faisait des certificats d'économie d'énergie. Ils n'avaient même pas eu besoin de donner une prime certificat d'économie d'énergie. Donc au début, les prix bas que je vous ai montré, c'était quasiment du coût de transaction en fait. Mais maintenant, on est vraiment sur des niveaux où on rentre dans le dur et ils doivent vraiment inciter activement pour atteindre leur objectif. Alors, sur la deuxième question qui est comment on peut remédier à ça, bon, il y a un outil qui existe, c'est la mise en réserve. Ça existe dès le début, depuis le début du dispositif. Si vous avez fait trop, si vous avez beaucoup excédé votre obligation pendant une période, vous pouvez utiliser ces économies d'énergie à la période suivante. Le problème, c'est, comme l'a dit Monsieur David, il y a eu un peu d'attentisme. Au début, comme je vous ai dit, c'était très simple. Donc, les énergéticiens se vantaient de faire facilement leurs obligations et d'avoir beaucoup d'excédents. Et puis après, ils ont un peu tergiversé au moment où, c'est vrai, il y avait aussi une incertitude réglementaire. On ne savait pas trop quelle allait être la contrainte. Et là, il semble qu'ils n'aient pas vraiment ce qu'il faut en réserve pour absorber la hausse de l'obligation. Vous mentionnez rapidement tout à l'heure les délégataires, et j'aurais aimé savoir si vous pouviez nous en dire un petit peu plus, et notamment sur la différence entre délégataires et mandataires, et s'il y a un intérêt à être l'un plutôt que l'autre pour les entités qui font qui sont dans le dispositif des C2E, donc sans être ni énergéticiens, ni qui ne seront non plus les bénéficiaires à la fin du dispositif. Alors, l'obligation, elle porte sur des fournisseurs d'énergie qui peut, comme dans n'importe quelle de ces actions, prendre un mandataire. Donc, un mandataire, c'est quelqu'un qui va agir pour le compte de quelqu'un, donc pour le compte du fournisseur d'énergie, avec sa marque, et comme si c'était lui. C'est-à-dire que y a plus, soit on peut, je dirais, avoir ses propres équipes qui vont sur place et qui sont, pour être très concret, soit EDF peut avoir des salariés EDF qui vont faire les actions, soit ils font appel à une société qui a un mandataire, mais qui va porter le nom EDF et qui va faire les actions au nom d'EDF. Dans le cas d'un mandataire, le particulier ne sait pas s'il a affaire à un mandataire ou s'il a affaire à un salarié d'EDF. Ça, c'est un dispositif qui est totalement libre, totalement transparent. C'est un choix d'organisation interne. Les délégataires, c'est des gens qui vont agir pour leur compte. Donc, c'est des gens qui sont éligibles grâce à une autorisation qu'ils ont de la part du ministère. Et ils vont pouvoir eux-mêmes faire leurs offres et aller en leur nom, je dirais, obtenir des certificats d'économie d'énergie. C'est des sociétés, alors il y en a plein de type EFI, Sonergia, Certinergie, Texial, il y a toute une série de mandataires. C'est des gens qui développent leurs propres offres, leurs propres marques, et c'est en leur nom qu'ils vont obtenir des C2E. Et ensuite, ces C2E, ils vont les vendre à des gens qui en ont besoin, des fournisseurs d'énergie. Dans le dispositif, il y a les collectivités. Les collectivités locales peuvent aussi obtenir des C2E. Donc, ce n'est pas des délégataires, mais c'est aussi des gens qui peuvent obtenir des C2E. Il y a les SEM, il y a les bailleurs sociaux, et il y a l'ANA. Quand l'ANA, donc indépendamment de leur nouvelle aide, la MaPrimeRénov', quand l'ANA fait des actions dans leur programme de type Habiter mieux, Sérénité, donc c'est des actions de l'ANA vis-à-vis des ménages précaires, c'est l'ANA qui va récupérer les C2E et qui va ensuite les vendre à des fournisseurs d'énergie. Et les délégataires, pour le coup, ça c'est... Là, je vous ai parlé au début qu'un des objectifs initialement, c'était d'encourager les énergéticiens à changer de métier, mais aussi à promouvoir plus généralement le marché des sociétés de services énergétiques. Et on peut dire que là, le fait qu'il y ait maintenant des délégataires, c'est
c'est la marque que cet objectif, on peut dire qu'il a été atteint. Il y a vraiment un nouvel acteur de marché qui a émergé. Et après, les obligés, vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois qu'ils font un peu de tout, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier, et, y compris les très grands énergéticiens, ils font une partie de l'obligation eux-mêmes, une partie, ils passent par un délégataire, voire plusieurs, et une partie, ils achètent sur le marché. Donc, il y a un peu... Les délégataires, ça a tellement bien marché que ce que se sont dit un certain nombre de fournisseurs d'énergie, Total, Engie, EDF, etc., c'est un ensemble qu'ils ont racheté. C'est-à-dire que plutôt, c'est ce que s'est dit Engie à un moment, ils ont racheté Texial, Certinergie, etc. C'est quand on finit par acheter beaucoup à un délégataire, un certain nombre de grands groupes ont tout simplement racheté le délégataire. Moi, je me demandais simplement s'il y avait eu des évaluations sur l'efficacité du dispositif, parce que là, vous nous dites que c'est 4 milliards d'euros et que, en fait, c'est l'ADEME qui estime ex ante, du coup, les économies d'énergie qui vont être faites par telle et telle action. Et est-ce qu'il y a un peu d'évaluation ex post sur les effets du CE? Alors, il y a plein d'évaluations du dispositif. C'est un dispositif que les gens adorent évaluer. De tas de façons différentes. Il y a je dirais, tous les gens qui font des évaluations évaluent le dispositif, donc de façon plus ou moins sérieuse. Sans ordre de sérieux, il y a des commissions d'enquête parlementaires qui ont évalué le dispositif. Il y a la Cour des comptes qui a fait toute une série d'évaluations du dispositif. Nous, on commande, on fait nos propres évaluations, et donc l'ADEME a fait dans le courant de l'année 2019 une évaluation du dispositif avec différents volets, des évaluations économiques, mais aussi ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir sur place, c'est-à-dire qu'ils ont pris toute une série de travaux et ils sont allés évaluer, par exemple, des gens qui avaient fait de l'isolation des murs, qui sont allés voir pour pouvoir suivre dans le temps, voir les économies d'énergie qui ont été faites. Donc ça, c'est un gros travail qu'a fait l'ADEME en 2019. Il y a toute une série ensuite de travaux, je dirais, plus académiques d'évaluation du dispositif. Donc il y a eu des gens qui ont fait on pourra peut-être en parler plus longuement des travaux académiques d'évaluation du dispositif. Il y a les obligés eux-mêmes qui commandent leurs propres évaluations, donc pour préparer la 5e période. EDF, allié avec un certain nombre de dispositifs, ont commandé à l'école des mines une grande évaluation du dispositif. Donc ça, c'est une évaluation qu'on ne pilote pas. C'est eux-mêmes ont passé la commande d'évaluation du dispositif. Donc chacun fait ses évaluations. Ouais. Bon, après, la plus grosse évaluation, c'est quand même celle qui est en cours là, de l'ADEME. Et c'était un marché à, je crois, l'entreprise qui a gagné ça autour de 400 000 euros, quelque chose comme ça. Faut savoir que dans les pays anglo-saxons, quand il y a ce genre de politique qui est mise en œuvre, je ne sais plus si c'est 2 ou 5%, mais il y a un budget qui est prévu pour l'évaluation automatiquement. 2 à 5% du budget pour l'évaluation. Donc vous voyez, là je vous ai dit 400 000 euros, c'est la première fois qu'on dépense autant en 10 ans pour le dispositif. Et je vous ai dit que maintenant, en période de croisière, il représentait 4 milliards par an. Vous voyez, même si on prend 2 ou 5% de ça... Ça dépend de ce qu'on appelle évaluation. Enfin, ce qui coûte cher dans l'évaluation, ça dépend de l'évaluation. Il y a de l'évaluation, je dirais, académique du dispositif. Enfin, ça reste pas très cher. Après, il y a aller voir sur place les travaux. Ça, on le fait à la DGEC. On dépense 5 millions d'euros par an pour ça. Donc, nous, on a 5 millions d'euros par an pour aller aussi sur place voir les travaux qui sont faits. C'est-à-dire que ce qui est cher dans l'évaluation, après ça dépend de l'évaluation, ce qui est cher dans l'évaluation, c'est d'envoyer des gens sur place et de regarder les travaux. L'évaluation qui consiste à exploiter ces données, disons la matière grise, ça, vous pouvez dire mieux que moi, c'est pas très cher.
Enfin, si vraiment, par exemple, on s'intéresse à est-ce que les économies mesurées correspondent aux prédites, ça coûte très cher, par exemple. C'est quand même un enjeu en temps de majeur. cerveau, 400 000 € de temps de cerveau, ça permet de faire des choses. Oui, mais non, en fait. Parce que sans données, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. Les données ne sont pas comprises dans ces 400 000 €. Enfin, nous, oui, mais les données, c'est 5 millions d'euros par an. Oui, mais c'est là-dessus qu'il faut vraiment dépenser, quoi. La matière grise, oui, ça coûte pas cher, mais ça mène pas nulle part si on n'a pas de données, quoi. Et peut-être juste pour ajouter un mot concernant l'évaluation, donc c'est ce que je disais en fait, donc l'ADEME, mais je pense qu'elle est, ouais, la plupart des résultats je pense sont publics, ils sont disponibles sur le site de la T2E, donc il y a une présentation qui avait été réalisée par l'ADEME, et quand même l'un des chiffres clés, peut-être ça répond à votre question, c'est que sur 100 unités d'économie d'énergie estimées, l'évaluation de l'ADEME montre que 46% sont réellement imputables au dispositif. Bon, il y a plein de choses qui font qu'on atteint ces 46%, notamment, a priori, je pense que 25% de surévaluation de certaines fiches d'opérations standardisées. Mais voilà, c'est pour vous donner un chiffre. Peut-être juste un dernier mot quand même. C'est vrai qu'il y a une caractéristique très importante du dispositif. Ça, c'était l'esprit dès le début, c'est qu'on mobilise les acteurs privés. Et donc, ça veut dire que la contrepartie, ils ont une obligation de résultat et on ne leur demande pas comment ils font. C'est la contrepartie. Donc, évidemment, par exemple, je vous disais, ils doivent montrer le caractère actif et incitatif, mais on ne va pas jusqu'à leur demander combien ils ont dépensé en prime pour encourager les gens. Bon, on pourrait le connaître par ailleurs en faisant des enquêtes, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment un principe de base qui est qu'on laisse les acteurs privés s'organiser et donc que toute l'information qu'ils possèdent, ils n'ont pas à la partager. Donc forcément, c'est plus difficile à évaluer qu'un crédit d'impôt, une taxe carbone, etc., qui transitent par des canaux publics. La conséquence de ça, c'est aussi que du coup, les coûts d'acquisition des C2E sont assez différents selon les acteurs. C'est-à-dire que il y a un prix de marché du C2E, c'est-à-dire qu'il y a un prix. N'importe qui peut acquérir des C2E. Il y a même des traders de C2E. Mais le coût de production des C2E dépend des acteurs. Bonsoir. Concrètement, pour un fournisseur d'énergie, comment est-ce qu'on définit si le client qui rentre dans le portefeuille, s'il est obligé ou pas, si on lui facture les C2E ou pas? Donc on trouve dans plusieurs sources d'infos, c'est en fonction de code NAF. Mais concrètement, je n'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a une table, une source quelque part où on dit ce code NAF, il détermine si le client, le consommateur, il est obligé ou pas? Et deuxième question, comment est-ce qu'on détermine les obligations de chaque fournisseur? En fonction de portefeuille ou en termes de quoi on applique les pénalités pour un fournisseur s'il n'a pas atteint ses obligations? Merci. Alors, effectivement, tout le monde bénéficie des C2E, mais tout le monde ne paye pas les C2E sur sa facture. Il y a deux acteurs qui ne payent pas les C2E, dans lesquels on ne répercute pas les C2E sur la facture, c'est les agriculteurs. Quand un agriculteur achète de l'énergie, il ne paye pas les C2E. Et il y a l'industrie. L'industrie est bénéficiaire des C2E, mais ne paye pas les C2E. Et donc il y a toute une série, pour définir la limite, la différence entre le tertiaire et l'industrie, ça se fait avec des codes NAF. La deuxième question, c'était sur... J'ai oublié. Ah oui, donc les obligations, c'est assez facile. Donc les gens ont une période il y a une période de 4 ans. À la fin des 4 années, on regarde l'énergie qu'ils ont vendue, que ce soit de l'électricité, du gaz,
du fuel, du carburant, etc. Et de la chaleur. Et on répartit du coup à chacun au prorata de la quantité d'énergie qu'ils ont réellement produit, enfin réellement vendu plutôt. Bonsoir. On parle beaucoup des C2O dans le bâtiment et dans l'habitat en général. On en parle aussi dans les transports, en particulier autour de la voiture. Ma question, c'est comment le dispositif C2O s'adapte aux évolutions des transports, notamment autour du partage et des mobilités douces, pour faciliter le fait de générer des C2O à travers ces nouveaux usages de la mobilité. Il y a deux façons de le faire. Alors, soit on est capable de calculer les économies d'énergie. Dans ce cas-là, on utilise des calculs qui se traduisent en C2E. C'est le cas par exemple du covoiturage. On a des formules de calcul, alors tout ça est assez théorique, mais des formules de calcul qui consistent quand on a incité les gens à faire du covoiturage et qu'on est à 2 dans la voiture, pour un tel trajet, on estime l'économie d'énergie qui a été faite pour faire ce covoiturage. Donc ça se fait, par exemple le covoiturage, ça se fait avec ce qu'on appelle une opération spécifique. Par exemple, Blablacar, une fois par an, vient nous voir et nous dit voilà tout ce que j'ai fait comme covoiturage, comment je les ai induits, donc c'est un truc assez compliqué, et ensuite ça leur donne droit à des C2E. Après, dans les économies d'énergie, il y a ce qu'on est capable de chiffrer et il y a ce qu'on n'est pas capable de chiffrer. Et donc c'est là où on utilise l'outil programme. C'est par exemple, donc c'est présenté Leclerc dans son action. Personne n'est capable de dire au mégawattheure près, dans ce que fait Leclerc, combien ça a généré d'économies d'énergie. On sait que ça en génère, mais on n'est pas capable de le calculer. Donc ça, on utilise l'outil programme dans lequel on se met d'accord dans une convention en fonction des actions des C2E que ça va rapporter. Et donc, c'est comme ça qu'on finance... Donc, notamment dans le transport, on finance des gens qui vont organiser du covoiturage en milieu rural, des gens qui vont aller dans les écoles pour savoir, je dirais, organiser des pédibus, c'est comment est-ce qu'on amène les enfants à l'école, du vélo, je dirais l'apprentissage du vélo, des abris vélo, par exemple on finance avec des C2E, on a un programme qui finance des abris vélo. Du stationnement vélo. Ça, on n'est pas, ce qu'on sait, c'est que quand on finance du stationnement vélo, ça va favoriser le développement du vélo et ça va générer des économies d'énergie. On est incapable de savoir un abri vélo, je dirais couvert, machin, combien ça génère d'économies d'énergie. Et donc pour ça, on utilise l'outil programme. Donc dans les transports, on utilise beaucoup l'outil programme, notamment beaucoup pour le vélo, le covoiturage, ce type d'action. En fait, moi j'avais une question liée à ça, c'est quand vous disiez que le modèle d'affaires de Blablacar repose sur les certificats d'économie d'énergie. Est-ce que c'est une condition indispensable ou parce que c'est une grosse source de revenus, c'est une grosse. Sans dévoiler de secrets industriels, c'est une source de revenus importante. D'accord. Et en fait, après, c'est des certificats qui revendent aux il se trouve que Blablacar, vendeurs de carburant. C'est une filiale, à ma connaissance, du groupe Total. Ce qui est pas sans lien avec les C2E. Hein. Je veux dire. Et donc, en fait, le caractère incitatif, c'est quand vous recevez 40 € de réduction, je crois, quand vous vous inscrivez comme conducteur, par exemple, c'est typiquement comme ça qui génère les certificats. Pour compléter ma question et aller un peu dans votre sens, effectivement, Blablacar travaille avec Total pour la génération et la revente de leurs certificats d'économie d'énergie. Sauf qu'en fait, dans les nouveaux usages de la mobilité, notamment le partage, il n'y a que Blablacar et certains acteurs du partage de voitures qui arrivent à mettre en place des C2O.
dans le monde du vélo et le vélo partage. Aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs qui arrivent à le faire parce que c'est des processus qui sont très longs, qui sont très contraignants et comme vous l'avez dit, c'est difficile de chiffrer. Je voudrais savoir si à l'ADEME, on met en place des programmes particuliers là-dessus et comment faire pour entrer dans ces programmes-là. Alors comment ça marche nos programmes ? Sur la mobilité, on a lancé un appel à programmes, c'est-à-dire qu'on a dit on voudrait faire des programmes pour la mobilité. C'est une action qu'on a lancée en mai dernier. En mai dernier, on a dit on voudrait faire plus de programmes sur la mobilité et notamment sur le vélo. On a reçu des projets, je pense qu'on a dû recevoir plus de 100 projets qu'on a sélectionnés. Et donc, on a attribué des programmes. Donc, il y a par exemple des gens qui nous ont proposé des programmes sur le fait de faire des livraisons à vélo avec de développement de vélo cargo. Donc, on a un programme C2E sur les vélos cargo. On a un programme C2E. Donc, on a toute une série. Ça se fait vraiment. On lance un appel à programme. Les gens répondent. On sélectionne les meilleurs. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent des C2E. Alors effectivement, pour une durée limitée, c'est souvent des programmes qui durent 3 ou 4 ans. Alors le programme Slim est un peu différent, on a aussi des programmes historiques qui sont dans la durée. Mais par exemple, le programme Vélo Cargo qu'on a lancé, pour nous, il n'a pas vocation à durer. C'est-à-dire qu'on va aider les gens à lancer l'activité pendant 3 ou 4 ans. Après, il faut qu'ils trouvent leur modèle économique. Ils pourront là, du coup, basculer sur une opération spécifique, c'est-à-dire sur très concrètement combien ma livraison à vélo par rapport à une livraison en camion a généré d'économies d'énergie et combien ça génère de C2E. L'avantage des programmes, c'est que c'est sans risque, c'est-à-dire que on se met d'accord à l'avance sur les C2E. Et c'est en général c'est plus de C2E que ce que rapporterait une action spécifique. Moi, je voulais revenir sur un point qui concerne en fait les acteurs privés justement qu'on a un peu décrié là ce soir. Moi, j'avais une question sur le rôle incitatif que vous leur demandez d'accomplir dans la réalisation des C2E et quel est le vrai objectif derrière ça, parce que quand on réfléchit à l'obligation d'incitation sur un dispositif qui est censé être un dispositif connu de tous, c'est assez quand même particulier, donc je voulais revenir un peu sur votre position sur ce double un peu aspect. J'ai pas entendu la fin de la question en fait. En fait, il y a un double aspect. Selon moi, il y a un double aspect, c'est que là, vous défendez en fait le rôle incitatif des entreprises dans la mise en place des C2E, qui est une obligation pour chacun des obligés. Et pourtant, c'est un dispositif qui se veut un dispositif quand même étatique et donc qui est censé être connu de tous. Et quand on mesure aujourd'hui justement, comme le fait par exemple l'ONPEF, la connaissance qu'ont les Français en général du dispositif du C2E, il est assez faible. Donc est-ce que c'est pas un peu paradoxal de demander aux entreprises de porter un dispositif qui n'est pas porté par l'État, ou en tout cas pour l'instant de manière insuffisante? Pour nous, oui, pour répondre, je bien compris la question. Pour nous, c'est pas un dispositif qui a vocation à être connu par les Français. C'est un dispositif de back-office, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui prend des noms très très différents selon les énergéticiens. L'idée, c'est au contraire que l'énergéticien ne se contente, dans son rôle incitatif, ne propose pas des C2E, mais propose une vraie offre qui allie idéalement des C2E, d'autres aides, qui agrègent des aides de collectivité, un prêt à taux zéro, je dirais toute une série d'aides, et vont voir un ménage en leur disant voilà le bouquet de travaux que je vous propose. On se fiche que le ménage sache que dans le paquet que lui a proposé l'énergéticien, il y ait une part de C2E. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à la fin de faire des économies d'énergie et des économies de gaz à effet de serre. Et du coup, c'est un dispositif qui prend des noms très différents, qui parfois que certains appellent prime énergie, etc. Enfin, il y a plein de modèles qui se sont développés. Est-ce que vous ne pensez pas un peu là que ce modèle là que vous êtes en train de prôner demande un peu aux entreprises de réaliser justement ces bouquets, ce qu'elles font,
c'est pas un peu perturbant pour les ménages justement qui voient ces noms sans cesse différents arriver et qui voient un coup prime EDF, un coup promotion énergie chez Carrefour et qui finalement se retrouvent un peu perdus dans ce dispositif et au contraire, au lieu de réaliser des travaux qu'elles pourraient réaliser, notamment c'est ce qui se passe à mon avis sur l'isolation à 1 euro, se disent mais en fait il y a un frein parce qu'en fait derrière tout ça il y a peut-être des arnaques et justement parce qu'on n'est pas capable de labelliser tout ça sous le même nom. Non mais c'est la consultance, enfin c'est comme ça qu'il est construit le dispositif. On pourrait avoir un dispositif complètement différent dans lequel on prélève une taxe et c'est des agents de l'État qui vont voir les gens pour je dirais faire les actions. C'est typiquement le rôle de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, mais du coup qui s'adresse à des ménages très très précaires dans lequel ils font les actions au nom de l'ANA. Là, je dirais, l'idée du dispositif, c'était vraiment d'utiliser toute la puissance de frappe. Je pense qu'on va éviter de partir sur l'ANA vu les résultats de l'ANA par rapport aux entreprises privées. Pardon ? Je pense que vu les résultats de l'ANA par rapport aux entreprises privées, je ne pense pas que ce soit le bon exemple. Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vu la part d'objectif qu'a réalisé l'ANA sur son objectif par rapport aux entreprises privées, je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple. Est-ce que l'ANA atteint son objectif ? Largement, oui. Pas du tout. C'est bien sûr que oui. Ah non. L'ANA dispose aujourd'hui d'un budget qui est exponentiel sur le dispositif et pourtant ne parvient pas à réaliser ce volume de travaux. L'ANA, c'est un dispositif totalement différent. L'ANA a un dispositif d'aide qui est un dispositif budgétaire dans lequel ils dépensent largement leur budget. Oui. Alors déjà, ils ne dépensent pas leur budget. Si. Vous regarderez. J'avoue que j'ai la faiblesse d'être administrateur de l'ANA. Je veux dire, l'ANA a dépensé plus que son budget en 2019, ce qui pose en 2019, mais pas sur la période. Je parle sur une période complète là. Je sais pas l'ANA, c'est un fonctionnement budgétaire. C'est-à-dire que l'ANA ne fonctionne pas sur un fonctionnement complète. Je vous invite à échanger avec la Karen, par exemple, qui a ce dispositif aujourd'hui qui lui permet justement de ne pas réussir à promouvoir justement l'ensemble de ses aides et être obligé de contractualiser avec des entreprises privées justement pour réussir à attirer des nouveaux ménages. Mais je vois pas. Le problème de l'ANA, c'est qu'ils ils font plus d'actions que de l'argent dont ils ont un problème de trésorerie. C'est un peu le problème de l'ANA, c'est qu'en 2019, ils ont dépensé plus que l'argent disponible, ce qui est un gros sujet. Ouais. En 2019, est-ce qu'on regarde l'ensemble du dispositif sur l'année, par exemple sur la 4e période ? Mais l'ANA n'est pas dans le dispositif des C2E. L'ANA va récupérer ces C2E pour son dispositif, mais c'est un dispositif qui est essentiellement budgétaire. Non, c'est pour ça que je voudrais revenir sur justement la question de est-ce que finalement faire connaître ce dispositif aux Français, c'est pas un peu la clé aussi de la rénovation énergétique en France ? Pour nous, la clé, c'est de faire... Non, mais c'est un autre sujet. La clé, c'est ce qu'on appelle le service public de l'efficacité énergétique de l'habitat. C'est de faire connaître aux Français l'importance des travaux d'économie d'énergie, les aides disponibles, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre, d'avoir des artisans de qualité. Le fait que les Français connaissent le nom des C2E, nous, on s'en fiche totalement. D'accord. Non, mais c'est votre position. Ok. Oui. Non, mais après, c'était là encore, je reviens dès le début, c'est l'idée du dispositif, c'est une obligation de résultat sur le secteur privé. Ils se débrouillent comme ils veulent et ils n'ont pas besoin d'en parler aux ménages. Et donc, effectivement, on constate que non, oui, mais non, enfin, disons que le rôle incitatif demande pas est assez léger, ça c'est clair. Ce qui est demandé est facile à faire, la preuve c'est qu'ils le font sans communiquer. Mais encore une fois, là, ce qu'on leur demande, c'est de financer. Bon. Et en revanche, ils communiquent largement dessus en disant... Nous, on vous aime bien, on pense que les économies d'énergie, c'est important, et donc on en fait, vous avez plein de pubs, et sans dire qu'en fait, il y a une obligation derrière. Mais l'important, encore une fois, c'est que ça produise des économies d'énergie qui soient fiables, et donc ça, on a vu qu'il y a un gros problème là-dessus, et tout simplement...
aujourd'hui, on fait un peu de financement avec le public, un peu de financement avec le privé. Et là, en l'occurrence, on a atteint des montants, 4 milliards, ça commence à être assez important. Et donc, après, la question de comment on s'y retrouve quand on est consommateur, c'est une vraie question. Mais je pense que ça va être difficile d'unir les programmes privés et publics. Donc je pense qu'effectivement, il y a du travail à faire pour que tous les programmes publics soient, qu'il y ait un guichet unique sur les programmes publics, pour qu'on s'y retrouve entre crédit d'impôt, éco-prêt, etc. Mais qu'il y ait une coexistence de financement public et privé, et que les moyens d'action soient différents, c'est assez courant et c'est difficile de faire autrement aujourd'hui. Merci beaucoup.